Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyril Daïdé, le directeur des archives départementales de la Mayenne, et j'ai le plaisir de vous accueillir cet après-midi pour la première séance du cycle 2021 des Samedis de l'Histoire. Les Samedis de l'Histoire sont le fruit de la collaboration entre la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne et les archives départementales de la Mayenne. L'association, la SAHM et les archives ont à l'origine un objectif commun, celui de soutenir la recherche et de diffuser le résultat des recherches qui sont menées sur les différents aspects de l'histoire de notre département, à la fois de son histoire mais aussi de son patrimoine, dans tous les volets, que ce soit l'histoire générale, la géographie, la géologie, l'archéologie, l'histoire sociale, l'histoire religieuse et même la musicologie et tous les domaines dans lesquels les chercheurs s'intéressent à un aspect de la Mayenne d'aujourd'hui ou du passé. La Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne et les archives départementales ont, dans la poursuite de cet objectif commun, diverses activités, des sorties, des bourses, des publications et, depuis janvier 2020, un cycle de conférences, les Samedis de l'Histoire. J'invite ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les activités respectives de la SAHM et des archives à se reporter à leur site internet respectif et à prendre connaissance des activités et éventuellement aussi à nous contacter pour savoir ce que nous faisons, ce que nous proposons. Maintenant, mon introduction ne serait pas complète sans une petite évocation du contexte sanitaire. Évidemment, là, nous approchons de la mi-mars et nous nous souvenons tous que nous approchons du premier anniversaire du confinement du printemps dernier. Le confinement en 2020 a interrompu le cycle de conférences qui avait commencé au mois de janvier. 5 séances ont dû être reportées et celle d'aujourd'hui est la première séance à avoir été reportée puisqu'elle était prévue au mois d'avril 2020 à l'origine. Malheureusement, la situation sanitaire ne s'est pas suffisamment améliorée pour que nous puissions vous accueillir en direct dans nos locaux aux archives départementales, dans la salle de conférence que certains d'entre vous connaissent. Et comme nous ne souhaitions pas renoncer à soutenir, à diffuser le résultat de la recherche, nous avons cherché une solution pour contourner cet obstacle tout en préservant la sécurité, la santé de tous, puisque c'est évidemment ce que nous avons de plus précieux. Et la solution qui a été retenue est celle d'une visioconférence. C'est la raison pour laquelle vous êtes quelques dizaines à nous suivre en direct par écran interposé. Alors évidemment, une visioconférence, ce n'est pas exactement la même chose qu'une conférence en chair et en os. Néanmoins, nous avons souhaité maintenir le caractère interactif, la notion de dialogue, d'échange dans cette conférence. Et c'est la raison pour laquelle, à l'issue de la présentation de Gérard Morteveil, vous aurez la possibilité, en cliquant sur l'icône de la petite main sur votre écran, de vous manifester, de lever la main, et on pourra ainsi vous donner la parole. Vous pourrez faire vos remarques, éventuellement poser vos questions à l'intervenant, comme vous l'auriez fait si nous avions tous été réunis dans la salle de conférence. Le deuxième aspect, c'est que la visioconférence nous permet d'enregistrer la présentation de cet après-midi et cela nous permettra à terme de la diffuser sur Internet et de permettre à ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles cet après-midi de revoir, voir ou revoir cette conférence. Maintenant, je vais dire quelques mots sur la conférence elle-même, puisqu'évidemment, si nous sommes réunis cet après-midi, c'est évidemment parce que nous avons un centre d'intérêt, un sujet d'intérêt commun cet après-midi. Donc une conférence qui sera donnée par Gérard Morteveil, qui est à ma gauche. Vous constatez qu'il est à bonne distance à ma gauche. Le protocole sanitaire est strict et il est parfaitement respecté, bien évidemment. Gérard Morteveil est une personnalité très connue des Mayennais, très appréciée aussi. Il est susanais, et ça je pense que tous ceux qui le connaissent le savent. Il était prêt, comme je vous l'avais dit, à intervenir déjà l'année dernière,
mais il a mis à profit le temps que le confinement et le report lui ont donné pour retravailler son sujet. Donc c'est à la fois la même conférence à laquelle vous auriez pu assister en avril 2020, mais en même temps elle était un peu différente puisqu'elle est encore plus creusée, encore plus fouillée, et nous aurons l'occasion d'en juger dans quelques instants. J'ai dit quelques mots de Gérard Morteveil, il prendra la parole ensuite et pourra compléter ce que j'aurais omis de dire. Je voudrais dire quelques mots aussi du sujet, les supports d'écriture. Et quand on s'intéresse un peu à ce sujet, on constate très rapidement qu'il est à la croisée de plusieurs domaines, de plusieurs secteurs de recherche, puisqu'il y a évidemment une dimension culturelle, intellectuelle, voire spirituelle dans l'écrit, mais il y a aussi une dimension technique. Les limites et les opportunités offertes par les matériaux utilisés ont une incidence concrète sur la manière dont on écrit et sur le contenu que l'on note à l'écrit. Et d'ailleurs, il y a un lien culturellement très fort entre l'écriture et l'histoire. Et je voudrais rappeler à cet égard un vers qui est dans les Odes du poète latin Horace, qui dit qu'un écrivant, ses livres de poésie, ses odes, eh bien, il a érigé un monument qui est plus durable que le bronze, et le monument dont il parle, c'est un livre. Il y a donc déjà dans l'esprit de ce poète latin l'idée que l'écrit peut avoir davantage de pérennité que le bronze, qui est pourtant un métal réputé durable, puisqu'on en fait les statues. Pour prolonger cette réflexion sur les supports d'écriture dans ce qu'ils ont de plus matériel et parfois même de plus pragmatique, je voudrais rappeler qu'au XVIIIe siècle, les naturalistes, ceux qui cherchaient à classifier les différentes espèces de la nature, ont distingué trois ordres: le minéral, le végétal et l'animal. Alors c'est une classification sur laquelle on a tendance à revenir aujourd'hui avec des connaissances plus pointues, mais à l'époque, on imagine que le monde se partage en trois. Eh bien, ces trois ordres ont été impliqués à un moment ou à un autre de l'histoire des techniques humaines dans la production de l'écriture. Tout d'abord en tant que support. Le minéral, on peut penser évidemment aux peintures rupestres qui sont le début de l'origine de l'écriture. On peut penser aussi à cette célèbre expression affirmant que quelque chose est gravé dans le marbre, qu'il y a bien cette notion de graver dans la pierre, donc dans le minéral, cette écriture humaine. Évidemment, le végétal, on pense très naturellement au papyrus, mais aussi au papier, qui est constitué de fibres végétales. Et enfin, l'animal, on pense aux parchemins, des parchemins qui ont pu être constitués à partir de peaux de différents animaux, essentiellement des moutons, mais aussi moutons, chèvres et le veau. Donc vous voyez, les supports d'écriture ont été produits par l'homme à partir de tout ce qu'il pouvait trouver à portée de main. Si on essaie d'élargir un peu cette réflexion, on s'aperçoit que les outils d'écriture ont suivi à peu près le même principe, puisque le stylet qui permet d'écrire peut être fait à base d'os d'animal, à base de métal. Une simple branche peut parfois suffire. Si l'on songe aux plumes, qu'il s'agisse des plumes d'oie ou bien des plumes métalliques qu'on utilise encore dans nos porte-plumes actuels, dans nos stylos-plumes, bien on voit que là encore, le minéral, le végétal, l'animal, tout ce qui est disponible pour l'homme a pu être mobilisé à la fois pour les supports mais aussi pour les outils d'écriture. Et enfin, le même constat peut être fait pour les encres, puisqu'il y a deux manières différentes d'écrire, soit en gravant le support, soit en appliquant à la surface du support de l'encre. Eh bien, les encres sont constituées de différents matériaux selon les époques et les aires géographiques. En Occident, on a surtout utilisé les encres ferrogalliques, donc constituées à la fois de métal, le fer qui peut avoir tendance à s'oxyder, et de la noix de Galles, qui est une excroissance tumorale qu'on trouve sur le chêne quand il est parasité. On sait que dans certaines aires géographiques, à certaines époques,
On a pu écrire tout simplement avec du sang animal qui était prélevé pour faire des traces. Et dans les enluminures, on a pu utiliser aussi de la poudre d'or. Donc on revient au métal. Donc voilà, je n'ai évidemment pas la prétention, ce n'est pas mon objectif d'entrer plus avant dans le sujet, puisque je vais laisser dans un instant la parole à Gérard Morteveil. Je voulais conclure mon introduction, si j'ose dire, par un petit mot, et je voulais saluer Valérie Beauvieux, qui est elle aussi suzanaise, et qui est une graphiste et illustratrice, qui a notamment conçu l'image d'illustration de la conférence d'aujourd'hui, et je crois savoir qu'elle nous écoute par écran interposé. Donc j'espère qu'elle aura autant de plaisir que nous à écouter cette première conférence du CRU 2021 de Gérard Morteveil, à qui je laisse la parole tout de suite. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour aussi à Valérie. Voilà, donc, alors que les hommes naissent et meurent depuis un million d'années, ils n'écrivent que depuis 6000 ans. C'est une phrase de René Thiamble, qui est un Mayennais peu connu, qui a fait ses études au lycée de Laval dans les années 1930, et qui a été un sinologue important, qui a écrit grammairien, etc., dans des sujets divers, qui a été professeur à la Sorbonne. Et j'avoue que cette phrase m'a interpellé. M'a interpellé aussi parce que, comme vous l'avez dit, M. Daidé, je suis de Sainte-Suzanne, et ce village, qui a 3000 ans d'histoire, est déjà axé sur deux principes. D'une part, le papier, puisque Sainte-Suzanne a été le centre papetier le plus important du Maine entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XIXe, et aussi parce que Fouquet de la Varenne, qui a construit le château, à l'époque Henri IV, a été surintendant général des postes. Alors je me suis dit, les postes, le papier, il manque l'écriture. Voilà. Donc c'est à partir de là où je me suis intéressé, n'étant pas du tout d'ailleurs spécialiste de ce domaine, mais il m'a passionné. Et j'ai pensé que ce tableau synchronoptique, à lire un certain nombre de livres, je me suis dit c'est nécessaire pour qu'on comprenne un petit peu. Parce que dans le fond, on a envie de se dire, sur 1 million d'années et 6000 ans, c'est pas beaucoup, et c'est peu en même temps, mais c'est beaucoup aussi. Alors, entre les deux traits gras de l'an 0 et de moins 4000, il y a ces 4000 ans plus les 2000 ans entre 0 et 2000, et effectivement, ça fait bien 6000 ans. Et on voit que dans cette phase de temps, à la fois en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel entre le Tigre et l'Euphrate, à la fois en Égypte, qui n'est pas loin, au niveau du nord de l'Afrique, en Europe également, autrement dit dans tout le bassin méditerranéen, j'ai envie de dire qu'il y a eu un bouillonnement, une effervescence pendant ces 6000 ans, et quand on regarde le tableau, on s'aperçoit aussi que c'est tout à fait dans le bas. La roue a été inventée à peu près moins 3500, moins 3600, c'est toujours cette époque-là. Que l'âge des métaux, c'est-à-dire le cuivre, le bronze, le fer, c'est entre moins 4000 et moins 700, c'est toujours cette époque-là. C'est-à-dire que ça a été une époque particulièrement dense au niveau, dans des domaines extrêmement différents. Dans le domaine culturel, dans le domaine linguistique, dans le domaine des échanges, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine des déplacements. Il ne faut pas oublier que peu à peu, il y a eu la route de la soie, la route du papier, la route dans d'autres domaines, et entre autres, on va en reparler, de métaux précieux comme la turquoise, etc. Alors, ces 6000 ans d'intensité dans tous les domaines, ça ne veut pas dire qu'avant, il ne s'est rien passé. Quand on va tout à fait à gauche, à moins 40 000 dessins pariétaux, mais des dessins pariétaux, entre autres, que l'on a la chance d'en avoir à Sauge, autrement dit, entre les moins 20 000 et moins 30 000 aussi, et là je pense à la Dordogne, il y a évidemment un travail extraordinaire qui se fait au niveau du dessin. Alors, tout à fait dans le bas, la Chine, l'Océanie, j'avais commencé à travailler là-dessus, sur ce sujet, qu'on pourra revoir, parce que je me suis aperçu que
dossier. Le sujet était tellement important que est-ce que les hommes ont eu l'idée d'écrire, de lire, etc., à peu près partout, à la même époque et dans tous les espaces sur la Terre? Bien sûr qu'il y a eu des décalages importants. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de la Chine et de l'Océanie parce que le domaine est immensément grand. Voilà, donc cet après-midi, je vais aborder le problème de la Mésopotamie, de l'Égypte et de l'Europe, c'est-à-dire tout le bassin méditerranéen. C'est surtout ce que l'on va faire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'en gros, les hommes ont été longtemps des nomades et il y a eu, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire il y a à peu près 10-12 000 ans, une sédentarisation, donc je reste là dans ce secteur méditerranéen, importante. Et inventer les alphabets, créer les lettres, les mots, les sons, et on se dit que c'est un sujet tellement complexe, on a l'habitude de l'utiliser, mais c'est quand même extrêmement intelligent. Tout, l'écriture, la lecture, on parlera aussi des supports d'écriture, bien sûr. Donc pendant 99% de l'humanité, l'homme et la femme ont été des chasseurs, pêcheurs et cueilleurs. Et il y a seulement 12 000 ans, en fait, que les humains, au nombre de quelques centaines de milliers, nomadisaient par petits groupes, toujours dans la région dont on parle. Et l'apparition de l'agriculture et de la sédentarisation a entraîné le besoin de communication entre groupes humains, puis entre les cités, et aussi à l'intérieur d'une cité-État, des cités grandissantes. Quand je dis cité-État, on pense un petit peu à Singapour maintenant, hein, qui est effectivement dans cette situation de cité-État. Et peu à peu, la cité-État s'agrandissant jusqu'à devenir un royaume, un empire, etc. Hein, comme en Égypte, où il a fallu communiquer entre le nord et le sud. Il ne faut pas oublier qu'on est là dans un espace quand même assez considérable. Donc, nous vous proposons de parcourir ce temps, de comprendre l'évolution et la construction de l'écriture, de l'alphabet, des phonogrammes, chez plusieurs peuples différents, mais qui ont tous accompli la même démarche. Je vais résoudre simplement en me disant que la première lettre de l'alphabet, c'est le A, et le A, c'est le symbole du bœuf. La maison... Merci. Le B, c'est le symbole de la maison, c'est-à-dire qu'il y a une petite porte, et puis c'était comme il y a longtemps en Mayenne, avec une pièce. C'est amusant parce que le B, lui, il a deux parties bombées, donc il est passé à deux pièces. Donc alpha et bêta, c'est la naissance de notre alphabet, et on va l'expliquer tout à l'heure dans la suite des lettres de l'alphabet. Effectivement, vous en avez parlé. On va commencer par le début. Donc le premier support d'écriture, ben, c'est la pierre. Et en France, qui est très riche dans ce domaine, et dans le nord de l'Espagne, il y a à peu près 200 grottes qui furent ornées de peintures ou de gravures, comme à Sauge, je le redis, pour la plupart entre 10 000 et moins 20 000 et moins 10 000 avant notre ère. Alors, est-ce que le dessin pariétal est-il le début d'une écriture? Là, j'ai trouvé une phrase de André Leroy-Gourand, préhistorien, qui s'exprime ainsi. L'art figuratif est, à son origine, directement lié au langage et se trouve beaucoup plus près de l'écriture, au sens le plus large, que de l'œuvre de l'art. Un pas. Et ce pas m'a impressionné. Ce pas m'a impressionné parce que, en 1947, j'ai eu la chance, étant enfant, d'aller dans le Lot, dans un petit village qui s'appelle Cabreret. Et à cette époque-là, on a appris, en arrivant dans ce petit village, avec un groupe d'éclaireurs de France, de scoutisme, qui venait de découvrir une grotte. Et c'était la grotte de Pêche-Mer à Cabreret. Et là, on s'est dit, oh là là, c'est fantastique, peut-on aller voir cette grotte? On est allé à la mairie, oui, voyez l'abbé Lomozy, qui était un ami de l'abbé Breuil, hein, connu évidemment comme un personnage très connu dans le domaine de l'art préhistorique. Et on a visité cette grotte alors qu'elle était telle qu'elle à l'époque de la préhistoire. Donc il n'y avait bien sûr aucun éclairage, on est descendu dans des conditions difficiles et on était dans le noir absolu. Et là, on a suivi donc l'abbé Lomozy, chacun avec nos petites lampes, on était dans le noir, on voyait quasiment rien, et tout d'un coup, il projette, il montre ce pas. Et on a été subjugués par ce pas. Alors j'ai été beaucoup plus déçu quand je suis retourné à Cabreret avec des éclairages en haut. Après, on a vu bien sûr les dessins rupestres.
Et on était tous beaucoup plus impressionnés par le pas que par les dessins. C'est curieux, mais dans le fond, il n'y a pas si longtemps, en 1968, les Américains se passaient sur la Lune. L'image, c'est le pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme entier sur la Lune qu'on a photographié. Ce n'est pas l'homme, c'est son pas qu'il nous reste. Donc, et c'est curieux qu'on ait eu ce même sentiment. Parce qu'en voyant le pas, on s'est dit que c'était qui venait de passer. Alors que le dessin, on s'est dit, oui, il a dessiné. On a eu l'impression d'un temps présent avec le pas. Cette image de Lascaux à Montignac, elle représente un chasseur tué sans doute par un bison qu'on voit à droite. Alors là, il s'agit quand même bien d'inscrire un message lié à un événement marquant. Ils ont dessiné, colorié, avec des matières naturelles. Le dessin, c'est la transmission d'un message, d'une idée, d'un fait important. D'autant plus que les hommes préhistoriques ont dessiné très rarement l'homme dans son entier. Donc, c'est vraiment là le début de l'écriture, puisque l'histoire est expliquée. Revenons au mot matière. Il est issu du mot sanskrit matram, venant de la racine ma, et qui signifie faire avec la main, construire, mesurer. Les mots racontent leur propre histoire. Bergson l'avait exprimé en d'autres mots. Il avait dit l'intelligence passe par la main. Et parler, c'est aussi dire. Et le mot dire dérive d'une racine qui signifie montrer du doigt. On reste toujours dans la main. C'est Luc Benoît, conservateur honoraire des musées de France, qui l'a dit autrement. Lui dit, grâce à une sensibilité supérieure à celle des autres parties du corps, cette main est devenue l'organe détecteur par excellence, producteur d'objets, opérateur de signes et lui-même objet polyvalent. Dans tous les pays du monde, si éloignés soient-ils, les hommes ont dessiné et envoyé des messages. Cette inscription sur pierre d'Amérique du Nord raconte le voyage d'un chef indien nommé Mikagan. Il utilisa 5 canoës. Le voyage dura 3 jours, c'est les 3 petits soleils sous un ciel court. L'aigle est un symbole de courage et les autres animaux représentent les esprits qui protègent le chef. Et c'est ici en quelque sorte une phrase dessinée, c'est une forme de langage. Bon, un enfant, dès la maternelle, quand tout le monde aura raconté de faire des dessins sur sa famille, il y a souvent papa, maman, la maison, peut-être la cheminée. Donc les enfants, ne sachant ni lire ni écrire, mais dessiner. Donc on commence toujours par dessiner avant de savoir écrire. Voilà. Donc effectivement, le dessin peut être considéré, ce que l'on peut appeler ces pictogrammes, peut être considéré comme étant le début d'une forme de message. Alors après la préhistoire, tout commence entre le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak. Et cette région du Moyen-Orient est nommée de croissant fertile. Donc effectivement, si on part au haut Nil jusqu'à toute l'Égypte, puis ce croissant qui avec toute la Mésopotamie, donc qui est située entre le Tigre et l'Euphrate, et puis on va maintenant, toute la partie du croissant, j'allais dire le centre du croissant, c'est-à-dire maintenant Israël, la Palestine, une partie de l'Iran aussi, etc. Alors ce qui est intéressant aussi, parce qu'on va beaucoup parler des commerçants, c'est qu'il y a la mer Caspienne, la Perse, c'est l'ancien nom de l'Iran, il y a la mer Méditerranée, il y a la mer Rouge, et il y a le golfe Persique. Et vous avez ce croissant qui est un petit peu, et qui se centralise, sauf la mer Caspienne qui est un peu plus loin. Mais ça imagine qu'aussi bien par mer, par chameau, à dos d'âne, on ne sait pas, à pied et évidemment par bateau en mer, il y a eu là, pendant ces 6000 ans, et bien sûr avant, des contacts permanents. Donc, cette région du Moyen-Orient, le croissant fertile, s'étend donc, on le voit bien, du golfe Persique à Bagdad, et entre le 6e et le 1er millénaire avant notre ère, c'est donc le pays de Sumer, le pays d'Akkad aussi, au nord, et c'est donc de ce foyer extrêmement important dont on va parler, de plusieurs civilisations, que va naître vraiment l'écriture. Là, on est vraiment au cœur de notre sujet. En basse Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, donc, le site de Uruk, on le voit bien tout à fait dans le bas. Il s'est occupé dès le 5e millénaire avant notre ère. Mais c'est au 4e millénaire, c'est-à-dire moins 3500, moins 2900, que la ville se développe.
c'est la plus grande agglomération de cette région. Il y a une société très hiérarchisée et la présence d'une architecture monumentale qui montre toujours, je pense entre autres à Petra, en Jordanie, qui montre l'existence d'un pouvoir fort et qui finalement atteint même le stade de l'État. Ce sont les premières cités-États. Voilà, donc c'est de toute cette région dont on va parler, et on voit Our également, et de ce riche... de cet endroit riche dans tous les domaines. Donc c'est à Uruk qu'apparaissent les premières tablettes de comptabilité, comme celle-ci, qui est datée de moins 3100. Alors avant l'écriture, il y a eu ce que l'on appelle une pré-écriture sur des sceaux cylindres, comme celui de droite. Donc la première écriture, c'était sur ce genre de volume, qui sont des jetons, servant sans doute à indiquer quels étaient les produits contrôlés. Et des bulles d'argile contenaient ces mêmes jetons. Et plus tard, d'ailleurs, cette bulle sera aplatie pour devenir une tablette, comme on voit à gauche. Voilà, au début, c'est des cylindres qui deviennent tablettes. Et c'est Uruk qui est le centre culturel, avec des institutions étatiques puissantes mises en place, comme mettre en place ce premier système d'écriture. Et cette culture et ces échanges économiques auront une très grande influence dans tout le Moyen-Orient. L'agriculture, c'est l'activité principale en Mésopotamie et repose sur la culture alors de l'orge, des légumineuses, du palmier dattier, la vigne, un peu plus au nord, dans ce qu'a été la Syrie, A2SY, et l'élevage des ovins et des bovins. Donc culture et élevage. Et vont se développer aussi, ne l'oublions pas, le commerce, la médecine, l'astronomie, la littérature. Et donc il s'agit là d'une société très avancée. Les paysans ont d'ailleurs développé des stratégies très efficaces comme l'irrigation et qui permettent de soutenir les premiers États sous l'égide d'institutions qui dominent l'économie, à savoir des palais royaux, provinciaux, les temples et les domaines des élites. Et il y a encore des souvenirs de tous ces monuments dans tout cet espace-là. C'est presque la même chose, mais pas tout à fait. En 2017, c'est-à-dire il y a quand même très peu de temps, un archéologue français qui s'appelle François Dresset s'est intéressé à l'écriture proto-cunéiforme, c'est-à-dire tout au début, mais dans l'ancien royaume d'Élam, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire l'ancien nom de Perse. D'où le nom de cette écriture proto-élamite et qui date de moins 3300, moins 2100. On s'aperçoit donc que ce qui a été fait en Mésopotamie, à la fois dans le domaine du cylindre et dans le domaine de la tablette, on a envie de dire l'Iran a copié, mais à chaque fois qu'un peuple, par ses échanges économiques, culturels, linguistiques, va trouver d'autres systèmes d'écriture, il va quand même vouloir le modifier pour créer sa propre langue. Ces deux systèmes d'écriture, donc celui que l'on a vu tout à l'heure et celui-là, se ressemblent. Ils ont coexisté, l'Iran ayant développé son propre système hérité de cette période mésopotamienne. Alors ce cône-là, il est plus récent, puisqu'il date seulement de moins 2500, moins 2300. Ça veut dire que là, si on regardait de près, si on revenait en arrière, certains dessins, donc au début c'est des pictogrammes qui deviennent des idéogrammes, c'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure pourquoi il y a surtout beaucoup de lignes droites. Il y a évidemment une nette ressemblance, mais à chaque fois, on copie un peu, mais pas trop. Alors le commerce, ça nécessite de prendre des mesures. Et là, moi, je me suis aussi intéressé à tout ce qui était les mesures anciennes, avec lesquelles et à partir desquelles les pharaons ont fait construire les pyramides, et plus tard, toutes les églises romanes, gothiques, etc. Donc, au départ, on a utilisé sa main, donc avec l'empan, la palme, la paume et le pouce, le bras avec la coudée, et le pied, c'était des mesures de base. Et tout ça permettait de construire des sites aussi beaux que des églises romanes ou des pyramides. Donc on part de son corps, de choses simples. Mais on va voir que dans nos lettres de l'alphabet, je n'ai parlé que du A et du B, on a des lettres qui représentent le bras, le pied, l'œil, la jambe, la tête et la main, qui ont été utilisées aussi pour construire un certain nombre de lettres de notre alphabet. Autrement dit, c'est le corps humain
utiliser au maximum de ces... là, ça serait long de parler de la corde à 13 nœuds et surtout du chiffre d'or et du nombre d'or. Alors parlons à présent du support d'écriture. Alors dans cette vallée, donc, c'est très fertile et il y a tout un système de canaux qui apportent l'eau dans les champs en été et en automne pour évacuer vers des réservoirs le trop-plein des crues. L'homme va donc utiliser ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire l'argile et les roseaux, qui sont abondants dans les deltas des deux fleuves et sont utilisés dès le 4e millénaire avant notre ère. Donc ils vont écrire à l'aide de ce roseau taillé, qu'on va nommer kalam, qui a un côté un bout rond et l'autre un bout taillé un petit peu en triangle, le bout rond servant pour les chiffres et le bout triangulaire pour les signes, qui ressemblent un petit peu à des clous, d'où son nom d'écriture cunéiforme. Alors, on va en reparler tout à l'heure, et même tout de suite. Au départ, eh bien, on fait comme les hommes préhistoriques, on dessine le bison, le taureau, etc., tous les animaux qu'on voit sur les parois en ce moment. Et puis, il est difficile avec un calame de tracer sur cette terre humide des lignes courbes. Donc vous voyez qu'après, du pictogramme, le dessin, on va faire un idéogramme. Vous voyez que le mot oiseau, déjà, on a du mal à savoir que c'est un oiseau. Et puis on va continuer de modifier, là c'est le troisième dessin tout à fait à droite. Alors là, c'est vraiment plus que des clous, hein, parce qu'il n'y a plus de ligne droite. Donc effectivement, au départ, il y a bien un dessin qui devient un signe. L'eau, eh bien, l'eau, c'est tout simplement deux petites lignes courbes, on ne fait pas de lignes courbes, donc c'est de l'eau horizontale. Bon, après, ça devient des eaux verticales, là, c'est plutôt une cataracte. C'est amusant parce que ça devient vertical. Et dans notre lettre, c'est le M, à cause de son ondulation, qui sera donc le signe et une des lettres de notre alphabet. Alors, le bœuf, j'en ai parlé au début, c'est vraiment un bœuf. Le deuxième dessin, ça ressemble effectivement à un bœuf. Quant au dernier, là, ça ne ressemble plus trop à un bœuf. Donc on voit que peu à peu, ce pictogramme devient un idéogramme. Alors, au début, ils ont 2000 signes. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de dessins. Mais il va falloir effectivement, et puis il y a donc des milliers de choses dans la vie. On ne va pas pouvoir retrouver 6000, 8000 dessins comme ça, on ne s'en sortira plus. Et peu à peu, on va passer de 2000 signes à 800, et puis à peu près à 200, 300 d'usage courant. Ça sera pareil pour les Chinois qui au départ auront des milliers de dessins, et puis après on se dit c'est trop. Donc déjà, vous voyez que là, il n'y a plus que des lignes droites, ou alors quelquefois des lignes courbes qui sont donc le bout rond du calame. Et vous voyez qu'il y a des lignes horizontales. Alors, est-ce qu'on va lire de haut en bas, de bas en haut, horizontalement, la première, la deuxième ligne? Eh bien, finalement, on va tout essayer, puisque l'écriture cunéiforme était adaptable et utilisable par plusieurs peuples et dans diverses langues. C'est-à-dire que ce soit les Akkadiens, la Perse, le vieux persan, les Sumériens, et ils vont donc nous créer cette écriture à partir de là. Donc ils vont choisir de gauche à droite, de droite à gauche. Ben oui, on hésite, on cherche, on tâtonne, on trouve. Là, vous voyez qu'ils sont déjà passés à un stade de verticalité de lecture, à un stade d'horizontalité. Les inscriptions portées sur les premières tablettes d'argile sont constituées de sacs de grains, de têtes de bétail. Et c'est toujours lié à l'agriculture. On comptait aussi avec des cailloux, en latin calculus, d'où le mot calcul, et toujours le bout rond. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas encore tellement longtemps, dans les écoles, les élèves apprenaient à compter avec des bûchettes. Alors l'écriture cunéiforme est donc née pour les besoins de comptabilité, et peu à peu ça devient une aide, un aide-mémoire, un livre de comptabilité en quelque sorte. Puis c'est aussi garder les traces de la langue parlée, et surtout, une autre manière de communiquer, de penser, de s'exprimer. Là, vous voyez que c'est une pierre, je ne sais plus quel genre de pierre, et là, c'est écrit en deux types de langage différents. C'est un petit peu comme la pierre de Rosette quand Champollion a travaillé sur les hiéroglyphes. Qui sait écrire? Eh bien, les scribes. En Mésopotamie, ça constitue une caste aristocratique, plus puissante que les courtisans, qui sont illettrés, ou même plus puissante que le souverain lui-même, parce qu'il a besoin d'eux.
La discipline est extrêmement sévère dans les écoles de scribes, on commence à 5 ans. Et ce savoir reste un privilège. Donc les scribes sont des gens immensément riches. Ils utilisent le poinçon quand il faut travailler sur le métal, et le calame, donc le roseau, quand il faut travailler sur l'argile. Donc cette écriture cunéiforme, elle a été adoptée par les Hittites, c'était l'emplacement de Turquie maintenant, qui connut une puissante et riche civilisation entre moins 1400 et moins 1200 avant notre ère. Ils parlaient à cette époque-là une langue indo-européenne, d'où d'ailleurs est issue notre langue. Passons en Égypte à présent, où les hiéroglyphes ont été créés depuis plus de 4000 ans en Haute-Égypte et furent utilisés jusqu'à l'époque romaine au IVe siècle. Donc, ils représentent des objets naturels, divers, ou produits par l'homme. Alors, on y voit des hommes, des femmes, des oiseaux, des plantes, des fleurs, etc. Donc, ce nom hiéroglyphe vient du grec hieros, sacré, d'où l'écriture hiératique, et glyphen, gravé. Les signes se lisent de droite à gauche, mais peuvent l'être de gauche à droite. Comment voit-on, en regardant ce tableau, de quel sens on doit partir? Il faut regarder les oiseaux. Et vous voyez que les oiseaux et les personnages humains, ou les pieds, regardent vers la droite. Donc ça veut dire commencer à lire par la droite. Et si on voyait les oiseaux, les hommes, ou les bottes, les pieds aller vers la gauche, il faudrait commencer vers la gauche. Première chose amusante. La deuxième chose, c'est que, en fait, il n'y a pas de voyelle. C'est-à-dire que PR ne se prononce pas PR. PR s'écrit PR. On n'utilise pas les voyelles. Donc c'est une écriture consonantique, c'est-à-dire uniquement à base de consonnes. Je fais remarquer que dans notre alphabet, on n'a que 6 voyelles et 20 consonnes. Il y a des pays où il y a beaucoup de voyelles dans leur écriture. Je pense justement à la Polynésie, ou toute une partie du Pacifique, les Japonais aussi, où il y a beaucoup de voyelles et assez peu de consonnes. Nous, c'est plutôt l'inverse. Donc, dans ces dessins, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dessins stylisés qui représentent des choses ou des êtres. Par exemple, si on voit un oiseau qui ressemble à un canard ou à un hibou, ça ne veut pas dire qu'on va parler du canard ou du hibou. On va parler de tout ce qui vole. Si on voit un personnage, on va parler là de l'être humain, etc., etc. Ensuite, il y a des signes qui expriment des idées. Il y a des phonogrammes qui représentent les sons. Et des signes qui permettent de savoir de quelle catégorie de choses ou d'autres il s'agit. Autrement dit, c'est complexe à déchiffrer, puisque vous voyez qu'on n'a pas, comme on l'a maintenant avec une lettre, la lettre A, c'est un pictogramme, c'est un signe, mais en même temps, c'est le son A. Bon, là, on n'en est pas là. Et il va y avoir plusieurs phases importantes, très importantes, des moments dans ces 6000 ans dont on va parler, où il y a, j'ai envie de dire, des découvertes très importantes. Celle-ci en est une. Ça, c'est ce que l'on appelle la palette de Narmer, et elle date de moins 3200. Alors, cette palette, c'est une palette à phare, c'est-à-dire qu'elle est en métal, et elle a été faite pour mettre du phare, aussi bien pour les pharaons que pour leurs épouses. Elle a été découverte en 1898, et elle est à l'origine de l'écriture par la création du rébus. Aussi curieux que ça puisse paraître, le rébus est une phase extrêmement importante que non seulement ces gens à cette époque avaient trouvé, mais c'est aussi les Chinois, les Japonais ont utilisé également le rébus qui a été une phase de la découverte de l'écriture. Je m'explique. Il y a un petit carré là-haut, tout à fait blanc, mais vous voyez qu'à gauche de ce carré, il y a le pharaon. Le pharaon qui marche vers la droite. Devant lui, on ne va pas parler du petit carré pour l'instant, il y a 4 personnages qui ont des drapeaux, évidemment, qui défilent parce que le pharaon, je vais vous dire son nom tout à l'heure, c'est le premier pharaon d'ailleurs à l'époque, enfin un des premiers, il a fait la guerre, dans le reste du croissant fertile. Et puis tout à fait à droite, vous voyez tous les ennemis qu'il a tués, mais qui sont d'ailleurs décapités. Il y en a, je ne sais pas combien, 7, 10, il y en a 10. Donc, en fait, ça veut dire, les 10, là, vous voyez un petit peu ce qui se passe, ils sont décapités, et qui s'oppose au pharaon reçoit une mort éternelle. Il y a toute une explication.
Bon, et puis dans ce qui est dans le petit carré, vous avez le dessin horizontal, c'est un poisson-chat. Et le dessin vertical, c'est un burin pour les sculpteurs sur pierre. Mais on se dit, qu'est-ce que ça vient faire dans la bagarre qu'ils ont eue avec les Cananéens? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a un poisson-chat, ça se dit nar, le burin, ça se dit mer, et le pharaon, il s'appelle Narmer. Voilà. Donc c'est amusant, mais finalement, ça a été une des découvertes extrêmement importantes que beaucoup d'autres peuples ont utilisées. Alors, toujours avec les hiéroglyphes, on s'aperçoit qu'il y a eu des liens extrêmement importants entre la Crète, hein, toute l'époque minoenne, hein, avec le roi Minos, et il faut dire que ce n'est pas tellement loin, on l'a dit, les bateaux circulent beaucoup, et il y a des liens importants, puisque quand on regarde par exemple le petit dessin minoen qui est à gauche en blanc, et le petit dessin repris par les Égyptiens qui est en noir sur la première colonne, on s'aperçoit quand même qu'ils n'ont pas copié, mais c'est presque. Alors qui a pris à l'autre? Est-ce que ce sont les Égyptiens qui ont pris à l'époque minoenne, donc les mêmes dessins pour les mêmes choses? C'est possible. Toujours est-il qu'on voit que vraiment, y compris dans les îles, ces contacts linguistiques, commerciaux, etc., ont été extrêmement importants. Donc ça veut dire que ces échanges ont été non seulement importants, mais en plus durables. Alors l'écriture était aussi utilisée sur des sceaux d'ailleurs, qui attestent ce genre d'écriture dès 2250 en Crète avant notre ère. On va reparler évidemment des scribes, mais cette fois-ci les scribes égyptiens. Alors savoir lire, on l'a dit, c'est un pouvoir, et ce pouvoir c'est un privilège. Ils vont commencer, je l'ai dit, à 5 ans et ils vont poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Et on exigeait d'eux, celui-ci il est au Louvre, hein, on exigeait d'eux un travail extrêmement important, lecture, copie, dictée, etc., avec des sanctions corporelles efficaces. Un précepte égyptien disait « L'oreille du garçon est sur son dos, il écoute quand on le bat ». Méthode sans doute convaincante, mais heureusement que ça n'a pas duré. Cette image représente le scribe au centre, son épouse à sa gauche et sa fille à sa droite. Et les scribes s'amusaient beaucoup au jeu du rébus. Ce qui explique que le déchiffrage peut être compliqué, car les pharaons utilisaient la cryptographie, c'est-à-dire qu'ils visaient dans leur rébus à rendre le message indéchiffrable pour toute autre personne que son émetteur ou son destinataire. C'était fait exprès. Le meilleur des pharaons, c'était Ramsès II, qui était très friand de ses rébus et de ses codes secrets. Pourquoi? Parce que comme ils se disaient tous d'essence divine, c'est pas facile à prouver qu'on ait d'essence divine, et il demandait à son ou à ses scribes, tu t'arranges pour que ce soit le plus compliqué possible, donc tu t'arranges pour que ce soit le plus difficilement lisible. Voilà. Cette écriture hiérarchique, ça veut dire qu'elle ne pouvait être lue que par des gens, évidemment, qui déjà savaient lire et j'allais dire, connaissaient le code. Après, heureusement, elle est devenue démotique, c'est-à-dire à la portée du peuple, hein, démos, le peuple, c'est-à-dire, cette écriture et lecture est devenue populaire, cursive d'ailleurs, et elle s'étendra jusqu'au 7e siècle avant notre ère. Alors, reprenons la carte. Donc, vous voyez Gaza tout à fait dans le bas, en Palestine. Donc, ce serait donc Israël, la Palestine, et puis la Jordanie, et tout ce qu'on peut imaginer, etc., etc. Alors, j'ai entouré les Cananéens. Pourquoi? Parce que les fameux rois comme Narmer, ils ont fait la guerre. Et en général, ils l'ont gagnée, la guerre. D'ailleurs, quand on va en Égypte, on s'aperçoit qu'effectivement, souvent, hein, toute l'histoire des guerres est sur les murs et sont expliqués là tous les territoires conquis par les différents. Vous voyez qu'il y avait des quantités, les Philistins, les Cananéens, les Ammonites, les Moabites, etc. C'était autant de petits États cités un petit peu. Maintenant, on dirait que c'est à la fois l'Ouest, la Jordanie, le Liban, donc l'ancienne Phénicie. C'était tous ces pays-là, étaient des pays sémitiques. Et à cette époque, de petits royaumes s'épanouissent, situés à la croisée des influences de l'espace syro-mésopotamien et de l'Égypte.
et les Cananéens, entre autres, qui habitent une partie, comme vous le voyez, de ce territoire. Et il y a eu des échanges plus forts avec les Cananéens, tout simplement parce qu'ils sont plus près d'Égypte. Et là, on va arriver à la deuxième phase importante de la découverte. D'une autre découverte, après le Rébu, qui a permis d'aller plus loin dans la création d'écriture. Donc l'Égypte, c'est son territoire, et finalement tous ces pays deviennent sous la coupe du nouvel empire égyptien. Et comme ils sont sous leur coupe, les échanges économiques vont se développer entre ces différents territoires. Alors, on continue, et voilà ce qui se passe. Donc la deuxième phase de l'invention de l'écriture. Il y a au niveau du mont Sinaï un site qui s'appelle Sarabi al-Karim, et qui se situe donc à peu près au pied du mont Sinaï, où il y a une exploitation extrêmement importante de la pierre turquoise. Il s'agit donc d'un temple double, on a dit qu'il en restait beaucoup quand même, et c'était le centre minier le plus important de la civilisation pharaonique. Donc là, on est dans le Moyen Empire, c'est-à-dire moins 2000, moins 1700 à peu près. Et il y a des parois rocheuses, et sur ces parois rocheuses, au XIXe siècle, des archéologues ont trouvé ces dessins-là, ces idéogrammes. Et ils se sont dit, tiens, c'est curieux, parce qu'il y a des hiéroglyphes phonétiques égyptiens, et puis il y en a, on ne sait pas d'où ça sort. Voilà. Et vous en voyez au centre, qui ressemble à ma petite maison, celle-ci. Et celle-ci, c'est effectivement l'idéogramme de la maison. Et maison, c'est dit Beit, B-E-I-T-H ou B-E-T-H, c'est la maison. Mais si on emmène ce mot, si on le prend, ça sera la maison. Et à ce moment-là, les Cananéens, qui étaient des illettrés, ont eu l'idée de se dire, eh bien, de cette petite maison, on ne va pas leur apporter. Ce signe-là sera, on ne garde que la première lettre, ça sera B. C'est extrêmement important, parce que c'est la première fois que sur un dessin, on met le son en prenant la première lettre du nom de la chose. Vous me suivez là? C'est clair? C'est important. On garde seulement la première lettre. Et là, ça va tout changer parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de son. Comme on l'a dit pour les hiéroglyphes, il fallait un signe pour les phonèmes, pour le son, un signe pour dans quelle catégorie on est, dans quel genre d'idée, etc. Et là, on raccourcit déjà. C'est déjà énorme. Alors après, si on compare avec tout à fait à gauche, si on regarde la première ligne, vous voyez, on reconnaît la tête de vache, là, vous la voyez, ça c'est proto-cananéen. Voilà, donc ça maintenant, on est dans l'écriture, à la fois qui a été conçue par les hiéroglyphes, et par les Égyptiens, et par les Cananéens. Vous voyez que c'est le A à l'envers, et puis finalement, il y a beaucoup de lettres qui sont mises dans tous les sens, hein. Et puis c'est devenu notre A. Le B, vous connaissez la maison. Bet, d'ailleurs, Bethléem, Bet, c'est la maison, Léem, c'est le jardin. Bethléem, c'est la maison du jardin. C'est le B. Bon. Après, on aura le delta. Il ne faut pas oublier que le delta, avec le titre et le frappe, ils en avaient besoin du delta, etc. Autrement dit, on retrouve là les signes de la vie. Hein. Alors, on voit là d'autres. Vous voyez, par exemple, ce qu'ils appellent le P, tout à fait dans le deuxième, presque en bas. Le P, c'est le visage humain. Mais finalement, c'est ce P qui est devenu notre R. On va le voir tout de suite après. Voilà. Donc là, on est en pleine étude commune entre les Cananéens, autrement dit, tous les pays du Moyen-Orient et l'Égypte, pour trouver, j'allais dire, des idées communes, pour que aussi les contacts et les échanges puissent se faire facilement. Alors ça, c'est un document écrit. Autrement dit, si vous voulez imaginer comment Akhenaton, le pharaon, écrivait et envoyait un document au roi de Byblos, ça donnait ça. C'est-à-dire que finalement, en lecture, comme maintenant presque tout le monde connaît le français et l'anglais, eh bien, il savait lire à la fois les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture cunéiforme. Les deux avaient été acceptés et il fallait apprendre les deux. Et là, on continue finalement tous ces échanges qui ont été d'une intensité extraordinaire. Donc après, la Phénicie, c'est maintenant le Liban, si vous voulez, en gros. Alors, il ne faut pas exagérer, parce que les contours des pays actuels, quand on dit Jordanie, Iran, Irak, etc., à l'époque, la Phénicie, la Syrie, c'était évidemment des contours différents. Mais vous voyez que les Phéniciens ont repris le A, donc les Grecs l'ont gardé,
voyez? Bon, le nom grec, donc c'est passé des Phéniciens au grec ancien, au latin, etc., etc. Et vous voyez, on retrouve le A, le B, le gamma, d'ailleurs le G est né du C, le delta, epsilon, etc. Le H, regardez comment il était à l'époque phénicienne, c'était une espèce d'échelle. Bon, on la met droite, on la met pentue, oblique, etc. Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point l'idéogramme a eu toutes les formes différentes. Le K, le C, quoi, que kangourou ou on va en reparler tout à l'heure. Vous voyez un petit peu toutes ces communications qui ont existé entre les différents peuples pour trouver finalement chacun son type de caractère. Et d'où vient l'arabe? Eh bien, l'arabe aussi, il vient lui aussi de l'alphabet phénicien. Là-haut, l'alphabet phénicien. Bon, de l'alphabet phénicien, l'alphabet grec a été créé, puis proto-hébraïque, l'hébreu. Ensuite, l'araméen. Le nabatéen est né de l'araméen. Et l'araméen et le nabatéen, c'était des secteurs, finalement, du Moyen-Orient qui correspondaient à tous ces États-là. Et l'arabe, finalement, descend bien, finalement, de cette écriture à la fois mésopotamienne et égyptienne. Alors, parlons enfin du support. Hein. C'est le papyrus. Ça coûte pas cher, c'est formidable. Donc, on le coupe, on le fend, on le met ensuite à la croisée et on le superpose. On travaille de manière évidemment très humide. Après, au début, ça c'est très intéressant parce que pour fabriquer du tapas, du papier, il faut toujours frapper pour que les fibres s'interpénètrent. Et finalement, on obtient une toile qui est le papyrus. Donc c'est formidable parce que quand par exemple les Chinois ont eu à un moment le bambou comme support d'écriture, ça ne coûtait pas cher. Par contre, ils se sont mis à la soie, après, à peindre sur la soie. Bon, ils se sont aperçus qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent, surtout à la vendre à l'extérieur. Donc après, ils se sont dit, il faut trouver quelque chose. Mais ces grands États, très grands États, comme l'était la Chine ou les empires pharaoniques, eh bien, il fallait qu'ils trouvent, s'ils voulaient développer, ils avaient besoin de développer l'écriture pour des quantités de raisons pour leur propre administration. Donc, il fallait trouver un support pas cher. Ça a été le cas. Donc, voilà ce fameux papyrus qui leur a permis, qui se cultive toujours d'ailleurs, surtout pour... Voilà. Donc après, eh bien, on connaît que le rouleau. Donc, on peut... comme ça, dérouler. Hein. Ce n'est pas encore le livre qui va le remplacer peu à peu. Au départ, c'est le rouleau qu'on a pu garder comme ça longtemps avec des feuilles de papyrus en les joignant les unes aux autres. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les acteurs, disons encore à l'époque romaine, eh bien, ils apprenaient sur un rouleau leur rôle qui vient de rouleau. Et quand ils avaient connu leur rôle, n'est-ce pas, Gilles, ils étaient au bout du rouleau. L'expression vient de là. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, M. Daïdé. Les encres colorées, rouge, vert, bleu, étaient obtenues en broyant des minéraux qui, mélangés à l'eau, eh bien, on rajoutait effectivement un certain nombre de choses comme la gomme arabique, etc. Et ça permettait d'avoir les couleurs. Mais par contre, le noir, dans tous les pays du monde, ça a toujours été le noir de fumée. En mélangeant avec du gras. Alors les Grecs, eh bien les Grecs, ils apprirent l'alphabet, on l'a dit, des Phéniciens, avec lesquels ils ont commercé au moins 2800 ans avant notre ère, mais eux vont opérer un progrès décisif, enfin, ils vont apporter les voyelles. Apporter les voyelles, ça veut dire qu'ils vont rendre les mots accessibles à tous les lecteurs, et ça c'est important, donc ça va devenir démotique. Tout devient lisible, il n'y a plus que 26 signes à mémoriser. Au début, il y en avait des milliers, puis après des centaines. Et ils adaptent l'alphabet à leur langue, ajoutent quelques lettres. On va reparler tout à l'heure de W, X, Y, Z, pour représenter des sons. Et sur pierre, ils écrivaient toujours en majuscule. Alors, ils ont même écrit dans tous les sens, eux aussi, ils ont cherché de droite à gauche, les Grecs de gauche à droite, et même l'écriture boustrophédon. Boustrophédon, c'est-à-dire qu'on suit le sens de lecture qui change alternativement d'une ligne à l'autre, un petit peu à la manière du bœuf qui marque les sillons de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ça fait quand même une lecture un peu compliquée.
sur l'île de Pâques, cette écriture que les Maoris avaient choisie, c'est quand même assez compliqué à lire. Et alors, chez les Grecs, au début, ce sont les hommes bien nés, ils s'appelaient comme ça, qui s'auto-célèbrent au cours de compétitions ou de banquets, à coups de mots d'esprit et de joutes poétiques. L'usage public viendra plus tard, et en effet, la communauté politique, la cité grecque, ne s'appropriera ce précieux outil que bien plus tard, au 7e siècle avant notre ère, pour afficher des codes de loi ou rendre grâce aux divinités protectrices. Autrement dit, eux aussi, les Grecs, en adoptant, ils demandent du temps, là aussi, à cette même époque, d'ailleurs, les potiers grecs mentionnent parfois une marque de propriété. Autrement dit, une personne riche va demander un pot, mais il va demander que le potier écrive quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, j'appartiens à Simonidou. Voilà, c'est donc toute la fierté de savoir écrire qui s'affiche sur un simple vase qui est plus souvent une vaisselle à boire destinée au banquet. Mais vous voyez, je commence à savoir lire ou je connais quelqu'un qui sait lire. Et ça, c'était déjà, comme on dit, pour les âmes bien nées. Alors, à propos des consonantiques, voici deux mots qui pourraient s'écrire en écriture. Mère, par exemple, comme j'ai dit qu'il n'y avait pas de voyelle, s'écrivait MR, hein, comme l'armère. Terre pourrait s'écrire T''R. Le E est sous-entendu, on n'en a pas besoin. Voilà. Et regardez, il y a une phrase en écriture actuelle que l'on a mise, dans laquelle nous avons retiré toutes les voyelles. Alors, qui peut la déchiffrer? C'est celle qui est en gras. Alors, on le dira à la fin. Quelqu'un peut se lancer, Brigitte? Bon, je dis rien. Quels sont les plus petits nombres? Quels sont le Nombre. quel est je vous aide. C'est mathématique. Quel est le oui oui, quelqu'un l'a dit. Le plus petit nombre. Le plus petit nombre. Après, c'est difficile. Non identifiable. Après, c'est difficile. Si on lui applique le même traitement que cette phrase. Vous voyez que lire sans voyelle, c'est quand même pas facile. Donc les Grecs, ils ont... Bon, ce que j'ai mis plus bas, LVL, d'après vous, c'est quelle ville? Bon, là, ça va. Voilà, donc ça veut dire ça, que finalement, l'écriture consonantique, là, on comprend qu'elle était vraiment destinée à des gens lettrés qui étaient déjà relativement savants. Platon disait que les Grecs sont comme les grenouilles autour d'une mare. Et les Romains, d'ailleurs, appelaient la Méditerranée Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer. Elle était donc sillonnée par des milliers de bateaux marchands, faisait aussi l'unité de l'Empire romain, au moins autant que les légions romaines. Et les nombreuses épaves, d'ailleurs, de bateaux témoignent de l'importance de ce trafic maritime. Alors l'écriture latine, elle est attestée dès le 7e siècle avant notre ère. Là, on a une date très exacte, moins 630. Et elle est constituée de 20 lettres. Autrement dit, vous voyez qu'on a énormément réduit. L'écriture est augmentée du G, qui dérive du C, et puis plus tard, on ajoutera les Grecs et le Z. Les lettres capitales sont d'origine romaine, alors que les minuscules sont issues des formes de l'écrit des langues germaniques. Et nos Gaulois. Non, pardon. J'en ai passé une là. Comment je reviens à la question? Non, ça va rien dire. C'est celle-là? Ah non, celle-là. Ah voilà, merci. Et nos ancêtres gaulois, comment s'exprimaient-ils? Alors, ils ont emprunté aux Grecs, aux Étrusques. Les Étrusques, c'est en gros au nord de Rome, en Italie, et des Latins. Et la rareté des attestations écrites serait due au fait que les vers appris auprès des druides ne devaient pas être écrits. La transmission orale se faisait par les poètes, les chanteurs, les chants de guerre ou religieux, les légendes chantées ou les bardes gaulois. Les Celtes privilégiaient l'oralité pour la transmission des connaissances. Alors sur cette pierre est inscrit « Martialis, fils d'Anatalos, a offert à Eugnétis ce bâtiment, et cela avec les forgerons qui honoreront Eugnétis à Alyse. » Voilà. Cette langue s'est éteinte à la fin de l'époque gallo-romaine,
Mais il nous reste énormément de mots gaulois relatifs à la nature et au métier. Lors des transactions commerciales, l'application à une autre langue que celle que l'on utilise peut poser des problèmes d'adaptation. Alors on procède à des aménagements en échangeant des signes, des phonèmes qui existent dans les autres langues. Alors dans ce cas, on emprunte, on compare, on rajoute, on transforme ou on supprime. Mais les phénomènes de conservatisme font que presque toujours, ce nouvel alphabet conserve les lettres inutiles. Simplement parce qu'elles ont été apprises lors des échanges, qu'on hésite et on se dit, ben, ça fait un peu trop plein, mais de toute façon, je le garde toujours, ça peut servir. On va en reparler de ces lettres trop plein. Si on compare à nouveau les différents alphabets, phénicien, grec ancien, grec classique, étrusque, romain classique et romain moderne, eh bien, on retrouve évidemment, quand on regarde du haut en bas, le A, on l'a dit, c'est le bœuf, le B, c'est la maison, le C, c'est le chameau, le D, c'est le delta, le, curieusement, c'est la jubilation. C'est compliqué, là, parce que ce n'est pas une chose concrète. Le I, c'est le bras. Le K, c'est la main. Alors, c'est amusant, parce qu'il a que 4 petits doigts, là, le K, il n'en a pas mis 5. Le L, c'est l'aiguillon pour piquer le bœuf. Le M, je l'ai dit, c'est l'ondulation de l'eau. Le N, c'est le serpent. Le O, c'est la bouche. Le P, c'est la plante. Le Q, c'est la corde. La tête, c'est le R. Le S, le soleil. Le T, la signature. Mais regardez, à l'époque, c'était une croix. Et encore au début 19e ou même au début 20e, ceux qui ne savaient pas lire et écrire signaient d'une croix. Et finalement, c'est l'ancêtre du T. Voilà. Et puis il y en a d'autres, le V par exemple, je n'ai pas trouvé. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on dit la maison, le chameau, le bras, la main, l'eau, le serpent, la bouche, la plante, etc., mais j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'il faut pour vivre. On a le soleil, on a l'eau, on a la plante, c'est la base de la vie. Voilà, au début, on a dit c'était le P, le R, et le R, regardez, c'est à la fois une demi-tête et un demi-coup. Au début, on n'avait pas la barre du R que l'on a mis maintenant, donc c'est amusant parce que ils sont partis des choses les plus simples qu'ils avaient sous les yeux. Alors là, quand on parle de trop-plein, si on dit le son que, quand je dis café, c'est un C, quand je dis kangourou, c'est un K, quand je dis quartier, c'est un Q. Autrement dit, il y a un trop-plein là. Bon. Quand on dit le H, moi qui étais enseignant, quand les enfants ils me disaient mais pourquoi hirondelle on met H parce qu'il ne sert à rien. C'est pas facile à répondre. La H, les hérissons, ça ne se prononce pas, mais par contre, si je le P avec le H, ça fait feu. Ben oui, mais on a déjà le F. Donc vous voyez qu'on s'est amusé à garder en disant bon, on aura les deux sons avec des signes différents. Bon, le G et le J, hein, le genet, le G, la jupe, etc. Bon, et pourtant, si je vais gueux, si je mets le U, ça me fera le son gueux, etc., qui ressemble au que, mais qui n'est pas tout à fait là quand même. Le F, c'est le Z. Bon, le S entre deux voyelles, c'est Z, etc. Et le F et le W, le W, qui se sont confondus selon les différents alphabets. Donc, vous voyez combien on s'est dit, on garde des choses qui ne servent pas tellement. D'ailleurs, on s'en aperçoit quand on regarde certains jeunes qui écrivent en SMS, effectivement, on se dit qu'ils en suppriment pas mal en ce moment. Et puis OI qui font OA, AN qui font AN. Donc de là, on s'est enrichi en rajoutant, en affinant, en modulant toute cette... parce qu'on avait ce trop-plein et qu'on pouvait se permettre d'avoir des signes différents qui ont à peu près le même son. Le V, bon, on l'avait déjà dans le vin, le village, le vent, mais le W vient et est d'origine wallonne et allemande. Voilà. Le xe, si on dit le toxin, j'ai xe. Bon. Mais aussi, il peut faire le taxi fait xe, il peut faire xe, le deuxième, il fait ze, etc. Donc vous voyez que là, le X qui peut se prononcer de manière différente, xe, ze, xe, etc., nous permet là d'affiner le langage. Hein? Alors pourquoi les chevaux, les bureaux, etc., on met un X? Alors au départ, on disait les chevaux AUS. Je crois bien, Brigitte, qu'on a dit les chevals aussi, non? C'est pas ça? Non? On n'a pas écrit ALS à un moment. Bon, et c'est le L qui est devenu le U.
Voilà. Ma fille est prof de français, donc j'ai eu besoin d'elle. Voilà. Bon, le i mouillé qu'on avait, quand on dit une fille, on entend le son y. Oui, mais les Grecs, comme son nom l'indique, ils nous apportent le y. Mais c'est deux i. Voilà. Donc, on a gardé le y. Le z, donc WXYZ, ces quatre lettres, on les avait déjà, mais on se les garde. Par contre, on a gardé le z, il était intéressant parce que le S se prononçait ze entre deux voyelles, mais pour le zèbre, le zoo, le zinc, le zodiaque, le zébu, etc., là, il faut nécessairement qu'on mette le z en début de lettre. Voilà, donc tout ça, c'est fait au fil du temps pour affiner notre langue. Alors au tout début, on va aller vite maintenant, hein, ce sont les moines copistes qui écrivent dans les monastères, et peu à peu d'ailleurs l'art de la calligraphie arrive, un art assez... et à ce moment-là, au sujet du support, hein, c'est le parchemin évidemment, qui va coûter terriblement cher, mais qui va être surtout donc un produit coûteux et surtout utilisé effectivement dans les abbayes ou au niveau des rois de France et des sites. Voilà, donc on a parlé un petit peu de toutes ces enluminures avec des dessins en début de paragraphe absolument superbes, hein, et puis peu à peu le codex, c'est-à-dire le livre, notre forme actuelle, avec les systèmes de fermeture qui étaient tels qu'à une certaine époque on pouvait même avoir des livres fermant à clé. Bon, ça c'est la signature de Nicolas Flamel du XIVe siècle, et peu à peu, bon, pour ceux qui le savaient, qui le pouvaient, cette écriture est devenue donc esthétique et qui portait l'élégance du geste manuel, qui apporte aussi une caractéristique propre à une personne, tout un peuple. La calligraphie est devenue vraiment un art qui a sublimé l'écriture. J'ai été surpris d'apprendre qu'au XVe siècle, 1, 2, 3, 4, comme vous voyez les chiffres arabes, eh bien, les écritures étaient complètement différentes. On voit bien que le 1 c'est 1, le 2 c'est le 2, ça fait une espèce de M, 2, le M c'est 3 petites vagues, le 4 c'est 4 petites vagues, 5 c'est un chiffre, puis 5 plus 1 ça fait 6, 5 plus 2, 5, etc. Puis il y avait un autre système, et dans le fond ça c'était il y a seulement quelques centaines d'années. Donc on voit que longtemps on a conservé, vous voyez comment on écrivait 4 livres, 2 sols, 4 deniers, donc ça ce sera un autre sujet sur les chiffres et la mathématique, mais on a gardé longtemps aussi d'autres manières de compter. Alors là, c'est la fabrique du parchemin. Le parchemin, ça vient de Pergame. Hein. Actuellement, c'est en Turquie, c'est Bergame, qui a été, dit-on, surtout utilisé à partir du 1er siècle. Mais ça venait donc de Pergame, qui en a fait une industrie importante. Mais on pense plus probable que la mise au point de ce parchemin se soit faite plutôt au fur et à mesure des progrès réalisés dans le tannage des peaux. Et n'oublions pas que huiler donnait lieu de vitre aussi. Hein. Donc, dans le cas de manuscrits de grand format, quelquefois, pour des documents importants, on pouvait abattre de véritables troupeaux, quelquefois pour un seul volume, il fallait plus de 500 peaux pour un seul codex. Alors, ce parchemin, il valait tellement cher qu'on pouvait réécrire dessus, c'est ce qu'on appelle un palimpseste. Bon, mais on comprend, bien sûr, nous on avait la gomme où on pouvait essayer d'effacer, mais c'est jamais une réussite non plus. Et là, on voit que finalement on arrive à tellement gratter ce pauvre parchemin que finalement ça devient illisible. Donc le palimpseste d'ailleurs, ça signifie de nouveau racler. Ben, effectivement, c'est pas tellement lisible. Et je me répète, ce sont les voyageurs sur terre ou sur mer qui, partout, par leurs échanges marchands, ont fait enrichir ce langage, l'écriture et l'alphabet. Et chacun s'est inspiré des contacts avec les autres peuples et a pris, utilisé, transformé, ajouté, simplifié au fil du temps, ce qui paraissait trop compliqué au départ et surtout uniquement maîtrisé par les prêtres de tous les pays, et les prêtres et les pharaons ou empereurs. Donc, je me répète, de l'écriture hiératique, peu à peu, on est enfin passé à l'écriture démotique. Je reviens à la préhistoire.
la tête, le bras, la main, le souffle. Et ces inscriptions pariétales, ces écrits sur la terre, ces messages sur la pierre, ces lettrines médiévales, et enfin l'écriture, ne sont-ils pas les plus beaux symboles du désir des hommes de se parler, d'échanger, de comprendre, de compter, de communiquer, pour que la société se construise, s'organise, progresse, et que peu à peu l'éducation et l'enseignement profitent au plus grand nombre et ne restent pas la spécialité d'une élite? Nous pouvons peut-être nous poser la question de savoir si, à l'heure actuelle, la gouvernance des peuples de la Terre ne tend pas à nouveau vers un pouvoir basé sur les différences sociales et culturelles des êtres les uns par rapport aux autres, plutôt que sur la ressemblance et l'égalité. Ne faudrait-il pas repenser au bois et au souffle de la connaissance? Le souffle n'a pas servi qu'à peindre la main. Il a aussi servi, au fil du temps, ce souffle de la parole, à affiner la pensée, à préciser le mot, à peaufiner le son, à séparer les deux sifflantes, le se du ze, le ge du que, le be du pe, pour que le mot ressemble à son image, que le son soit dur ou sifflant, guttural ou mouillé, roulant ou soufflant. Et c'est toute la beauté de la langue qui fut ébauchée, construite, puis affinée, voire raffinée au fil du temps. Après cette analyse sur les supports d'écriture, nous pouvons en tirer quelques conclusions. D'abord que tous les hommes situés en quelque endroit sur la Terre ont éprouvé l'absolue nécessité de se parler, de commercer, de négocier, de troquer des marchandises, animaux ou objets, et de trouver des éléments de marquage, des signes créés sur des supports trouvés dans leur immédiat environnement. La terre, la pierre, le bois, l'ivoire, l'or, la palme. Je voudrais là donner l'origine du mot négociant. L'origine du mot en dit long sur le métier. La négation ne et le substantif osium signifie loisir. Autrement dit, pas de loisir, aucun loisir. Et Fénelon disait déjà, le négociant ayant l'œil sur toutes les nations de la terre porte à l'une ce qu'il tient de l'autre. Et je crois que ce mot de négociant et ce négoce qui a existé résume là finalement ces immenses échanges entre ces millions ou ces milliards d'humains qui depuis 6000 ans ont réussi à faire de notre langue ce qu'elle est actuellement. Ce sont eux qui, sur terre, sur mer, à dos de chameau, par leurs échanges, se sont empruntés les signes, les phonèmes, en progressant toujours vers une simplification du nombre de lettres dans l'alphabet, afin que leur langue passe d'une élite commerçante vers l'ensemble des couches sociales. Il fallait ces 6 millénaires au moins pour que ces apports linguistiques entre civilisations enrichissent considérablement les vocabulaires par ces emprunts permanents aux autres cultures, en améliorant, en modifiant, en transformant une lettre, un mot, un son, mais en l'adoptant toujours à leur propre système d'écriture et de son. Enfin, terminons par une symbiose entre le mot et le chiffre. Dans de nombreuses langues européennes, le mot « nuit » est formé par la lettre N et suivi du chiffre 8, traduit dans la langue respective du pays. Le 8, il peut être vertical, c'est notre chiffre, il peut être horizontal, en position horizontale, et là, c'est l'infini en mathématiques. Et dans toutes les langues, nuit signifie l'union de l'infini. Que vous voyez que ce soit en français, en anglais, en portugais, en allemand, espagnol, etc., en wallon, en catalan, c'est toujours N plus 8. Quand ce fait a été découvert, il est apparu évident que l'on ne comprenait absolument pas comment on ne l'avait pas remarqué plus tôt. Alors, la naissance d'un mot peut-elle être mûrement posée, réfléchie, imagée, construite? La nuit n'est-elle pas l'image même de l'infini? Et enfin, pour terminer, je dirais que c'était une gageure de tenter d'expliquer en une heure ces 12 000 années de civilisation multiples. Elles ont été fondamentales pour mettre en place des pratiques toujours en place. L'agriculture, l'élevage, mais aussi ces langages aboutis, ces écritures raffinées, ces alphabets construits.
permettant ainsi tous les échanges possibles, non seulement commerciaux, mais aussi culturels ou scientifiques. Il aurait aussi fallu parler des Aztèques ou des Mayas, du papier malgache antémoro, du papier africain ou des palmes sur lesquelles les hindous écrivaient. Aujourd'hui, presque 9 milliards d'humains, presque tous sédentaires, peuplent la Terre. Leurs sociétés sont très inégalitaires, puisqu'environ 1% d'entre eux possèdent la moitié de la richesse mondiale. Il existe en ce moment 3000 langues distinctes sur la Terre, mais il n'en reste plus qu'une centaine qui s'écrivent. D'ici peu de temps, n'en restera-t-il plus que quelques-unes, dominant toutes les autres? N'est-ce pas la richesse culturelle de l'ensemble de ces civilisations qui a élaboré les différentes écritures, les différents alphabets? Ces 12 000 ans qui ont fait l'histoire sont trop souvent absents dans notre culture générale et médiatique. Et l'accélération du temps actuel nous incite à nous poser quelques questions. Depuis les Homo sapiens sapiens, dont le nom signifie sagesse, sommes-nous restés sages dans les évolutions de notre monde? Chacune et chacun apportera à cette question sa propre réponse. Je vous remercie.